Il me reste un troisième tour du monde. C'est nous. C'est nous. C'est-à-dire, le premier tour du monde, c'est faire le tour de la planète et de ce qui est visible, ou tangible, ou expérimentable. Le second, c'est ce qui est connaissable, c'est-à-dire dans l'ordre du savoir ou de la science. Et le troisième, c'est dans l'ordre des hommes. Alors voilà, est-ce qu'on peut connaître tout le monde? Voilà. Est-ce qu'on peut connaître les langues, toutes les langues, les cultures, les religions, les usages, les droits, les conduites, etc. Et bien entendu que non. On ne peut pas connaître toute la planète, premièrement, on ne peut pas connaître tout le savoir, mais on ne peut pas connaître évidemment toutes les conduites, cultures, langues et usages humains. Et là aussi, bon, j'étais échec et mat. C'est-à-dire comment arriver à avoir suffisamment d'expérience humaine pour pouvoir devenir philosophe. Voilà les trois conditions que je voulais remplir. La première était physique, la seconde était, disons, de l'ordre de la connaissance, et la troisième était de l'ordre humain. Et le livre que j'écris, que je viens d'écrire, tente de parler de ce troisième tour du monde, et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Écrivains, savants et philosophes font le tour du monde ». Et d'ailleurs, vous parlez de quelque chose de tout à fait important, de l'endroit du site où on regarde tout ça. Pourquoi c'est important de raconter un peu sa propre histoire pour voir comment est-ce qu'on peut interpréter justement ce monde-là, parce que c'est tout à fait important. Et aussi, il a une question fondamentale, c'est pas vous que vous l'avez posée. Aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons comprendre un persan? Voilà. Et c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, oui, mais qui est fondamentale pour comprendre que peut-être nous sommes peut-être aussi, peu importe où nous nous situons dans la planète, la même espèce. Alors, la question que pose Eduardo, c'est la question qu'a posée Montesquieu lorsqu'il a écrit les Lettres persanes. Lorsque Montesquieu a écrit les Lettres persanes, il a posé la question un peu comique, comment peut-on être persan? En effet, c'est le persan qui arrive à Paris, qui n'a pas les mêmes mœurs, pas la même religion, pas les mêmes conduites, ni les mêmes usages que les Parisiens. Et les Parisiens le regardent avec ébahissement, se conduire dans ses manières de s'habiller, des manières de prier ses propres dieux, d'avoir telle ou telle conduite par rapport aux femmes, aux enfants ou à la politique. Et ils s'ébahissent en disant comment peut-on être persan? Et cette question-là est une question qui a été posée évidemment par toutes les sciences humaines. Au XVIIIe siècle n'existaient pas les sciences humaines, mais le grand progrès qui a été fait au XXe siècle, qui est probablement le siècle des sciences humaines, c'est qu'on s'est mis à voyager précisément et à tenter de décrire de façon très très précise, mais aussi surtout classifier aussi. Non, j'allais dire charitable, j'allais dire presque humaine, vous voyez, c'est-à-dire ne pas s'étonner, ne pas se scandaliser de tel et tel type de conduite, mais des sciences humaines sont alors devenues non seulement des sciences, mais vraiment humaines. C'est-à-dire, elles nous ont au moins appris la tolérance. Mais au même, pardonnez-moi de vous interrompre, il y a quelque chose de tout à fait important que vous signalez à mon avis. Même c'est votre expérience des paysans, des familles des paysans, le regard du citadin envers les paysans aussi à un moment donné, et c'est tout à fait récent. Ça. Alors, la question que je me posais aussi, c'est que une fois que vous posez cette question, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un autre, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'a pas la même culture, la même religion, les mêmes langues que vous, c'est d'abord de se poser la question qui nous sommes nous-mêmes. Et une des questions qui m'avait beaucoup choqué ou beaucoup étonné quand j'étais plus jeune, c'était que ceux qui s'adonnaient précisément à cette étude-là, c'est-à-dire les anthropologues, les ethnologues, les ethnographes, les sociologues, etc., c'était d'une certaine manière presque toujours le même mouvement. C'est-à-dire, j'avais des collègues du Collège de France, ou de la Sorbonne, ou de l'université américaine, qui prenaient l'avion, qui prenaient le bateau, et qui allaient étudier les diverses populations des îles Pacifiques, ou même s'ils n'avaient pas assez d'argent, les mœurs des bergers des Pyrénées. Ben, il se trouvait que moi, j'étais un peu berger des Pyrénées, et je me suis posé la question,
est-ce qu'il arrive quelquefois qu'un parti de bergers pyrénéens aille prendre le train pour étudier les mœurs, les conduites, les façons de penser et les mœurs sexuelles des professeurs au Collège de France? Est-ce que ça peut se renverser? Est-ce que ça peut se renverser? Et de fait, j'avais l'impression que c'était toujours les mêmes hommes qui étudiaient toujours les mêmes hommes, qu'il y avait des hommes étudiants et des hommes étudiés, et que je n'avais jamais vu, en effet, un parti d'Indiens de Californie aller étudier précisément les mœurs des professeurs à Stanford. Jean Rouch l'a fait il y a quelques années. Voilà, il y a eu des cas de ce genre, des cas de renversement. Alors ça, c'est un problème qui m'a beaucoup intéressé, et donc je me suis mis évidemment à étudier les sciences humaines, l'ethnographie, l'ethnologie, l'anthropologie, etc. Je suis même devenu ami avec beaucoup d'anthropologues que je respecte beaucoup, des paléoanthropologues même. Bon, et je suis tombé sur un qui m'a beaucoup intéressé, et qui est actuellement professeur au Collège de France et qui est beaucoup plus jeune que moi. Vous voyez bien que les vieux peuvent devenir les élèves des plus jeunes, que les professeurs peuvent devenir les élèves de leurs élèves. J'ai lu avec passion tout d'un coup, et ça m'a beaucoup intéressé, le livre de Philippe Descola, qui est peut-être venu là pour... Non, j'ai eu la chance de le rencontrer en 1992, lors du 5e centenaire de la découverte de l'Amérique. Il a écrit un livre monumental, je crois, voilà, c'est ça. Et qui parle aussi de l'Amazonie, de ces tribus-là. Il est spécialiste, en effet, des Indiens d'Amazonie. Et il a tenté quelque chose d'extraordinaire, de tout à fait audacieux, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, audacieux. Il a essayé de classer les cultures humaines. Et il pensait qu'il y avait, et il a pensé qu'il n'y avait que, ou il y avait 4 classes de conduite ou de religion ou de culture, etc. Il pense qu'il y a les cultures animistes, les cultures totémistes, les cultures analogistes et les cultures naturalistes. Voilà. Et ça m'a beaucoup étonné de voir que ce tour du monde des cultures, des hommes, etc., pouvait se ramener à une chose tellement simple qu'on pouvait le tenir dans la main. Alors rappelez-vous que dans mon tour du monde physique, je pouvais tenir dans la main, d'une certaine manière, la main du monde, tu te rappelles? Que dans le tour du monde du savoir, je pouvais tenir dans la main ce que j'appelais le grand récit. J'avais donc terminé mon premier travail, mon second travail, et j'avais l'impression que dans ce livre-là, il me permettait de tenir dans la main ma quatrième demande. Et alors, j'ai tenté de prendre son livre et de le renverser complètement, et de me demander précisément comment peut-on être personne. Et la question était la suivante. Nous avons parmi nous, dans notre culture occidentale, nous avons des savants, des écrivains, des philosophes, etc., et est-ce que je peux les lire avec une grille anthropologique? Voilà mon sujet, voilà mon vrai sujet. Alors je m'adresse maintenant à ceux qui, parmi vous, sont peut-être professeurs de lettres, professeurs de philosophie ou professeurs de disciplines littéraires. Vous savez à quel point, dans les disciplines littéraires actuellement, en France ou à l'étranger, puisque j'enseigne à peu près dans beaucoup d'universités dans le monde, que pour étudier une œuvre, l'œuvre d'un romancier, l'œuvre théâtrale d'un Corneille ou d'un Racine, pour étudier l'œuvre poétique de Baudelaire ou de Saint-Jean-de-Perse, pour étudier les œuvres philosophiques, etc., nous faisons le plus souvent appel à l'histoire. Et nous pensons que l'histoire nous expliquera, ou peut nous expliquer, la conduite de tel héros de roman, ou la conduite de tel héros ou même telle invention scientifique, parce qu'il y a une histoire des sciences comme il y a une histoire littéraire. Alors j'ai tenté de faire un livre que j'appelle, peut-être immodestement dans la préface, un petit traité anhistorique. Anhistorique. Ça signifie quoi, anhistorique? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je me dis quelquefois, je me disais quelquefois que si un homme comme Newton, je prends un exemple au hasard, un homme comme Einstein pour considérer les sciences, mais du point de vue philosophique, un homme comme Descartes ou comme Platon ou comme Hegel, ou même au point de vue littéraire,
un génie aussi important que Shakespeare ou Cervantes, voilà, des noms propres que je lance au hasard, si leur œuvre est capable de transformer l'histoire, comment voulez-vous que l'histoire l'explique? S'ils sont à la tête d'une révolution ou d'un renversement complet de culture, d'un renversement complet de vision du monde, d'un renversement complet de style, etc., mais comment se fait-il qu'ils changent l'histoire et que l'histoire antérieure explique ce changement-là? Ça me paraissait un problème réel. Et bon, alors je me suis amusé, et ce livre est vraiment un livre que j'ai écrit avec une espèce de jubilation juvénile, c'est-à-dire je me suis amusé à lire La Bruyère comme s'il était un totémiste. Et de fait, quand vous le lisez sous cet aspect-là, c'est absolument frappant. Que vous lisiez La Fontaine comme un animiste. Je ne sais pas, tout le monde sait par cœur, par exemple, Le chêne et le roseau. Alors tout le monde croit que le dialogue entre le chêne et le roseau, c'est une lutte à deux, entre quelqu'un qui se croit très fort et quelqu'un qui est un peu plus faible, et qu'au bout du compte, c'est le faible qui gagne sur le fort. Ben, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très bien avancé. Tandis que si on le lit exactement comme un animiste, et supposons qu'il soit animiste, ce monsieur-là, eh bien, il met en jeu quoi? Il met en jeu le vent. Ben, le vent, comment ça se dit en grec? Ça se dit anémos, c'est-à-dire justement la racine même du mot animisme. Et quel est le héros du chêne et du roseau? Ben, c'est le vent. C'est le vent, et d'ailleurs, dans la fable de La Fontaine, il cite tous les vents, l'Aquilon, le Zéphyr, etc., le vent du Nord, etc., comme si il insistait pour nous faire comprendre qu'il s'agit là. Et dans l'animisme, ce qui est intéressant, nous dit Descola, c'est la métamorphose. C'est-à-dire que les gens ont la même âme, mais diffèrent selon le corps. Et on voit très bien comment le chêne est, par rapport au vent, un peu différent de ce qu'est le roseau par rapport au vent. Et du coup, on lit la fable de façon tellement différente qu'elle apparaît de façon complètement fraîche, complètement nouvelle, et cela peut se passer pour beaucoup de textes philosophiques, de textes littéraires et de textes savants.